tous. Je vous ai dit bonjour à peu près 3-4 fois, mais là, c'est la bonne, je pense. On t'avait pas entendu. Je ne sais pas si tu as bien entendu la question d'Adi ou Adi peut-être la répéter. C'est possible, oui. La Oui, c'est répéter. sûr. Je vais la répéter. En fait, je voulais juste savoir, on sait que souvent, après une saison morte, les joueurs arrivent, ils ont ils n'ont pas trop suivi le programme, ils ont un peu plus de poids que d'habitude, ainsi de suite. Est-ce que c'est le cas pour certains joueurs du CF Montréal maintenant? Et une petite sous-question si possible. Est-ce que le contexte pandémique aussi change aussi la donne quelque part par rapport à la préparation physique? C'est sûr que pour la première question, la MLS aussi ou la MLSPA nous met dans des conditions un peu complexes à organiser, en tout cas de mon côté, de la préparation physique, puisqu'habituellement en Europe, les gars ils ont peut-être 20, au maximum 25 jours off. En MLS, des fois, ils tournent autour de 60. Cette année, c'était encore plus compliqué aussi, là, on ne savait pas trop quand est-ce que ça allait reprendre, mi-février, fin février, mi-mars. Mais globalement, les gars sont très bien. Je crois que la base qui a été mise avec Thierry par rapport à Thierry était un gars qui avait 4 % de graisse au niveau du corps humain en tant que tel. C'est quelque chose aussi avec Will et le staff qu'on avait discuté. C'est sûr que les gars étaient au courant de qu'est-ce qu'on s'attendait de eux quand ils reviennent. Donc, globalement, les gars, bien, même si, comme je disais, les conditions, c'était un peu dur parce qu'ils revenaient quand? Début février, mi-février, ça a changé 3-4 fois, là. Concernant au niveau de la pandémie, c'est sûr que moi, dans mon domaine, c'est très compliqué. C'est des choses, ça fait 2 ans, là, 2 ans que je suis chez les pros maintenant. Je n'ai pas eu un truc normal. Donc, je suis été balancé en 2019 pour une fin de saison où je pense qu'on avait quand même bien fait. Après, il y a eu le off-season, début avec Thierry, la pandémie. Donc, depuis le début, c'est complexe, mais ça me permet d'emmagasiner beaucoup d'expérience parce que c'est comme si j'avais vécu déjà 3 à 6 pré-saisons au lieu de juste une. Donc, de mon côté, c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de réflexion. Mais c'est sûr qu'en ce moment, les gars, globalement bien, parce qu'ils savaient justement, le travail ne part pas de zéro. Là. Donc, les gars sont venus en bonnes conditions. Dave, Journal de Montréal. Bonjour Jules, je vais rester dans la thématique pandémique et la préparation qui est plutôt complexe cette saison. Comment réussis-tu à jongler avec un effectif qui n'a pas été réuni en même temps en début de saison? Il y a des joueurs qui continuent d'arriver. Il y en a d'autres qui sont partis en sélection nationale et en même temps, tu dois déjà penser au stage en Floride. Comment réussis-tu à jongler tout ça? C'est-tu d'abord, en fait, compliqué de gérer plusieurs joueurs qui n'arrivent pas en même temps, donc d'essayer de ramener tout le monde à la même vitesse sur une courte période de temps? C'est sûr que ça amène des complications ou au moins des réflexions qui doivent être amenées par le staff technique. Mais en même temps, c'est challengeant de mon côté. C'est des problématiques qui sont vraiment stimulantes parce que tu veux amener les joueurs dans des meilleures conditions au niveau de la performance. Tu veux faire en sorte qu'il y ait le moins de blessures possible. Donc, c'est des beaux challenges. Je dirais que l'année passée, elle était aussi complexe parce que, comme plusieurs d'entre vous le savez, on a eu les 4 semaines seulement avant de préparer le match contre Saprissa. Ça, c'était aussi un challenge parce que tu dois tout faire en la moitié de temps. Cette année, on a plus de temps. Donc, on avait calculé à partir du 1er mars pour 7 semaines de pré-saison. Mais comme tu l'as dit, là, on rentre dans d'autres complexités où la première, c'est il y a des gars qui ont, par exemple, 3 semaines presque d'entraînement dans les jambes, tandis qu'il y en a ceux qui sont sortis de quarantaine. On remet, en exemple, eu 3 pratiques. Donc, on doit manager son load différemment. Ça, c'est un peu les challenges qu'on a là, sur je dirais, les 4-5 premières semaines pour vraiment remettre tout le monde à niveau. Mais c'est la bonne discussion et les bons échanges qu'on a avec Will, c'est lui le boss et le staff technique, c'est qu'on devait prendre ce temps-là pour remettre tout le monde à niveau parce que les off-seasons sont, comme je disais avant, la MLS nous met dans des conditions, c'est la MLS ou la MLSPA ou comment c'est fait la Ligue, où il y a des gars qui partent, il y en a qui ont leur préparateur individuel, il y en a qui font de la muscu, il y en a qui font de la course, il y en a qui font du travail intégré. Moi, j'envoie un programme. Tout le monde fait un peu ce qu'ils veulent en tant que travail individuel. Puis quand on les récupère, tout le monde est différent. Donc, c'est vraiment, on a pris 2 semaines, les 2 premières semaines pour remettre tout le monde à niveau. Idéalement, à remettre une bonne base au niveau du profil qu'on veut au niveau du joueur. Puis là, à partir de cette semaine, on commence à pousser un peu plus. Mais toujours en gardant au coin de l'œil que Rommel a seulement 3 entraînements dans les jambes. J'ai encore Joaquin et Struna qui sont en quarantaine. Donc, eux, on a des Zooms en après-midi avec eux pour m'assurer qu'eux aussi font du travail ou qu'on maximise leur développement aussi ou qu'on gappe un peu
2 semaines de quarantaine, quand ils vont sortir, ils ne soient pas trop à la rue. C'est beaucoup de complications, mais en même temps, c'est challengeant, comme je disais. Mais on a le temps cette année. Donc, c'est moins stressant en se disant, hey, Jules, j'ai besoin de ce gars-là dans 3 semaines. Attention, saute des étapes ou je ne sais pas comment tu t'organises. Donc, cette année, c'est un peu plus. On a le temps de monter en puissance. Olivier Brett, 91.9 Sport et RDS. Oui, salut Jules, merci de prendre le temps. C'est super apprécié puis super intéressant comme sujet. L'an dernier, je me suis entretenu avec toi puis tu avais dit que quand l'opportunité de faire partie du staff de Thierry s'est présentée, tu n'as pas dit oui tout de suite. Tu tenais à avoir une discussion pour voir si tes convictions cadraient avec sa manière de fonctionner. Avec ce que vous avez vécu, puis pour un préparateur physique, je présume que c'était hyper taxant, 2020, lesquelles de ces convictions-là ont peut-être été renforcées? Puis si c'est le cas, lesquelles ont été ébranlées ou peut-être revues depuis 2020? C'est sûr que si on parle de l'analyse de 2020, il y a eu, comme je t'avais dit l'année passée, je suis une personne qui, les pros, ça m'intéressait quand je suis monté, mais dans le temps, j'avais eu Rémi Garde et Robert qui voulaient que je monte avec eux aussi dans le temps, mais c'était plus dans un rôle de travail un peu dans l'ombre, GPS, travail de muscu. J'aimais trop le terrain, donc on avait dit que je préférais rester à l'académie dans le temps. Donc avec Thierry, quand on s'était rencontrés, ça avait cliqué au niveau de la prépa physique, comme je la vois ou comme je l'anticipe. On avait beaucoup de similitudes dans la réflexion, ce qui fait en sorte que 2020, on partait sur un truc intéressant avec, comme on disait, une pré-saison déjà compliquée, mais vous l'avez vu en début d'année où ça a bien été, globalement. Au niveau performance, on sentait que l'équipe montait en puissance, la coupure. Et là, après, on a eu plusieurs cycles, on a eu de la difficulté à remettre en place ce qu'on voulait. Donc, on peut repenser à MLS Back où je crois que physiquement, où l'équipe, on était peut-être au moins bon de ce qu'on pouvait être. Mais on avait des réflexions ou des idées par rapport à MLS Back. On ne voulait pas trop de casse parce qu'on ne savait pas comment les gars allaient sortir de 74 jours de quarantaine. Après, on a eu le championnat canadien où je crois qu'on était au mieux de notre forme physique. Mais après, ça a tellement été condensé avec les matchs qu'on n'a pas réussi à maintenir le cap toute l'année. Donc, c'était challengeant. On a eu beaucoup de réflexions, mais en même temps, Thierry rigolait de moi parce qu'il disait tu es tout le temps stressé, tu veux tout le temps tout contrôler, mais dans une année où tu ne peux pas contrôler, take it easy, Jules. C'est un peu le même principe avec Will cette année, où là, on sait qu'on a le temps. On a pu mettre des choses en place mieux préparées parce qu'on sait un peu ce qui s'en vient, même si le calendrier n'est pas sorti. Mais voilà, un peu la réflexion. Tristan D'Amour. Oui, bonjour. Un peu pour jumper sur la question qui avait été posée un peu plus tôt sur le plan. Will nous avait dit il y a quelques semaines que le plan, c'était la semaine 1, ça allait être la moitié. Après ça, semaine 2, on va tranquillement incorporer les autres. Et pour la semaine 3, c'est là où on va vraiment ouvrir la machine, je dirais. Est-ce que, selon toi, est-ce que ce plan-là va de bon train? Et de deux, on parle de 2020, ça a été vraiment extrême. La dynamique 2021, est-ce que c'est le plus gros challenge pour toi dans ta carrière? Pour la première question, c'est sûr que comme j'avais dit, on a le temps. Donc, on a eu le temps de se dire, on a 7 semaines, voici comment on veut amener les choses graduelles. Donc, on a le plan idéal qui est avec tous les gars qui ont commencé le 1er mars. Où pour eux, c'est simple. On avait mis en place 2 semaines de base. Donc, comme on disait, c'était de faire des microcycles de 3 jours où il y avait de l'accumulation d'entraînement, une journée de coupure pour affûter, tapering, ce qu'on a fait sur les 3 derniers jours. Après, on repart sur un mini-bloc de 3 jours, une journée on coupe et comme ça pendant 2 semaines. Donc, il y a des gars qui ont bénéficié de 2 semaines, même jusqu'à 3 presque. Les Sam Piette, les Kamal Miller, d'autres joueurs. D'autres sont sortis de quarantaine plus tard, donc ils ont eu seulement Victor, les Bjorn, etc., qui ont seulement eu 1 semaine. Mais ces 2 semaines-là nous ont permis au moins de redresser à niveau un peu tout le monde. Et là, on enchaîne un peu sur la période de volume pour à peu près 1 semaine et demie, remettre tout ce qui est base au niveau aérobique, les fonds de jeu, le système tactique par rapport à Will aussi, pour après enchaîner avec l'intensité, la répétition des sprints, tout ce qui est un peu plus dans le développement vraiment de la puissance, l'intensité complète, pour après terminer vers de l'accumulation de matchs, parce que le match en tant que tel, c'est une bébite in itself. Tu as beau pratiquer de façon optimale, si tu n'enchaînes pas les minutes de match ou au moins le volume de match, ça peut être une problématique. Mais c'est ce qu'on avait regardé au début de l'année. On avait fait une analyse depuis 2019. Le 6 octobre 2019, c'était le match contre Red Bulls New York sous l'ère Cabrera. Depuis ce temps-là jusqu'au 22 février 2021, on a eu 500 jours, 499 jours.
À l'intérieur, il y a seulement eu 232 jours où les gars étaient avec nous. 33 semaines sur les 71 semaines. 33 semaines étaient avec nous en entraînement, en match, etc. Et il y avait 38 semaines, donc 267 jours qui sont soit en quarantaine ou soit en off-season. Donc, quand on parle d'une problématique, il faut la prendre plus que l'année 2021 ou ce qui s'est passé en 2020, mais c'est un sommaire de tout ça qui fait en sorte que, habituellement, les gars, ils sont 20 jours off en Europe où ils reviennent, ils ont peut-être perdu, ils ont peut-être gagné un peu de poids comme on en parlait au début de l'année, mais les gars, ils ne sont pas trop loin. Mais là, quand tu as 267 jours où les gars sont en quarantaine, où ils sont off, en off-season, parce qu'il y a eu 2 off-season, celle de 2019, celle de 2000 cette année, que c'est 3 mois et 3 mois, c'est 6 mois total. Ben, globalement, les gars, ils ont peut-être un profil qui change. Non pas c'est ça nécessairement juste un truc qui descend, donc ils redescendent un peu dans leurs conditions physiques, que ce soit en endurance, en force et tout, mais il y a vraiment des profils qui se changent. Donc, c'est des beaux challenges. Clairement, on a des idées précises à savoir comment l'équipe, on veut qu'elle joue. Il faut qu'on y aille graduel en réfléchissant par rapport à tout ce que je viens de dire. Donc, oui, là, c'est comme, OK, c'est bon, ça va bien, c'est la 3e semaine, mais quand tu prends un step back et tu regardes la dernière année et demie, il y a des gars qui ont des problèmes de volume clairement sur la durée. Là. Gabino et MFC Radio. Merci, Pat. Jules, c'est très rafraîchissant, tes propos et tout ça. Jules, écoute, historiquement parlant, l'Impact de Montréal a toujours un problème au niveau des blessures. On peut remonter même à l'ère Piatti et tout ça. Et en 2020, ça a été catastrophique pour l'équipe. Je veux dire, vous aviez de la misère à avoir 20 joueurs de champ, souvent 3 joueurs, 3 gardiens d'habits et tout ça. Qu'est-ce qui explique qu'année après année, cette organisation-là a de la misère à être en santé? Est-ce que c'est le gazon synthétique? Est-ce que c'est la température? Est-ce que c'est tout ça en même temps? Je veux t'entendre. Merci. C'est sûr que dans l'analyse en tant que telle, c'est dur de comparer chaque année ou chaque différent coach. On en discute souvent, mais Rémi Garde avait son propre style de jeu. Ils ont fait beaucoup de travail de volume de course en début de pré-saison. Ils ont eu certains types de blessures par rapport à comment ils ont amené la saison quand ils étaient ensemble. Avec Thierry, on avait un différent style de jeu. On a eu des problématiques aussi qui sont propres à nous. Donc, moi, si je peux parler, c'est seulement depuis que je suis là. Avant, je ne peux pas vraiment discuter de ce qui s'est passé avant. Il y a trop de paramètres à prendre en compte qui font en sorte que c'est compliqué. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, si tu regardes juste à la base le profil des joueurs qui étaient en saison ou off, c'est énorme. Donc déjà, à la base, je le vois vraiment comme une espèce de potion. Si tu rajoutes un truc à droite, un truc à gauche, puis à un moment donné, ça te fait un cocktail Molotov, ça peut exploser, mais c'est un peu la saison 2020 est arrivée comme ça, où 232 jours in-season, 267 off. À l'intérieur de ça, il y a le professionnalisme des joueurs, il y a nous, comment on a géré aussi les quarantaines, ça c'est moi de mon côté, ce qu'on peut maintenant mettre en place. On est beaucoup plus strict par rapport aux entraînements qu'on donne, par exemple, à Joaquin et à Struna qui sont en quarantaine. Et en même temps, il y a des trucs où les calendriers de match étaient mortels. Je vous donne un exemple de ce qu'on a eu l'année passée. Comme on disait, championnat canadien, c'est là qu'on était peut-être au mieux. On a joué le 9 à Montréal sur terrain naturel. On sortait de 2 semaines de quarantaine après le MLS is back. On a eu 2 semaines d'entraînement. On a eu les premiers matchs 25 août, 28 août, 1er septembre. On enchaîne le 9 sur terrain naturel à Montréal. On s'en va à Vancouver. On change de surface. Donc, rajoute ça à la potion, tu joues sur synthétique, tu passes de naturel à synthé, les changements de surface sont une problématique. Tu joues le 13, tu joues le 16 sur synthé. Tu voyages, donc on était déjà dans l'Ouest, c'est 5 heures aussi, les 3 heures de décalage, ça aussi, c'est un ingrédient à mettre en compte dans la potion. On revient, on va jouer à New York, on joue contre Philly le 20. On joue le 24 contre New England sur synthétique, donc un 4e changement de surface. On joue le 27, je crois, contre... Je ne me rappelle plus du dernier match, mais c'est 6 matchs en 18 jours. Donc, 6 matchs en 18 jours. 4 fois, on change de surface. On joue 3 jours. Dans ce temps-là, on ne faisait pas beaucoup non plus de tournées. Les off-season qui ont été aussi avec les quarantaines, ce n'était pas le cas aux États-Unis, mais pour nous, ça a été pénible. Puis en plus de ça, dans cette période-là, on a eu 3 matchs où on joue à 10 contre 11. Un pendant 30 minutes, un pendant 45 à peu près et l'autre pendant 60. Donc, mettre tout ça dans la même potion, puis tu te dis, pourquoi on a eu tant de blessures sur ces 6 matchs en 18 jours? Ben, on a eu peut-être 4 blessures, je crois. C'était prêt à exploser. Il y a trop de facteurs qui font en sorte que c'est compliqué à gérer. Il y a des choses qu'on peut améliorer. Depuis qu'on a eu beaucoup de meetings avec le staff médical, avec le staff technique, avec Thierry aussi dans le temps, et là maintenant Will, par rapport à qu'est-ce qu'on peut mieux faire pour faire en sorte que ça n'arrive plus ou que ça se réduise. C'est rare que les blessures soient 0 dans une saison, mais c'est sûr qu'on a eu des problématiques de blessures où on doit s'améliorer.
Ça, c'est tous. Donc, moi, le premier. On a eu des bonnes réflexions, puis à voir si ça va être possible de le faire cette année. Mais c'est sûr que si la saison nous amène avec un autre 10-12 semaines de quarantaine, ben, il risque d'avoir d'autres problématiques. Mais it is what it is. C'est l'année COVID, hein? Jeff Morancy. Salut, Jules. Je ne veux pas qu'on se répète nécessairement, mais je veux juste bien comprendre. Dans une saison régulière, pas en temps de pandémie, il doit y avoir un moment dans la saison où tu es aux abords du terrain puis tu te dis, OK, là, mon groupe est à niveau. Juste voir la différence avec la réalité de cette saison-ci. Normalement, ce moment-là où tu dis, OK, mon groupe est au niveau, il arrive quand dans la saison et quand tu prévois qu'il va arriver cette année? Toujours dur à prendre en analyse. On y va vraiment semaine par semaine parce que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du sport en tant que tel, qu'un joueur professionnel, peu importe le sport, soit autant arrêté. Là. Donc, il commence à avoir des études scientifiques qui sortent par rapport aux effets de la pandémie sur les joueurs. Je vous en nomme une, par exemple, au rugby, c'est un club de rugby professionnel qui ont analysé 7 semaines de quarantaine, 49 jours. Puis pourtant, le rugby, ils sont réputés pour faire beaucoup de force, beaucoup de muscu. Ils en ont quand même fait dans leur quarantaine. Mais après 7 semaines, il y avait une diminution de 15 % de la force sur 49 jours. 7 semaines. Nous, on en a eu 38. Donc, c'est sûr et certain que les profils, c'est ce qu'on disait, ils changent. Quand on regarde l'année 2020, on a eu plusieurs joueurs qui ont réussi à enchaîner non-stop, pas de blessure toute l'année. Sam Piette, Amar Cedric, Victor Wanyama, Louis Binks, qui était sa première saison chez les pros. Donc, il y a plusieurs joueurs qui ont pu enchaîner, pas de problème. Tous les gars qui ont eu un peu plus de problématiques, c'est des gars qui sont plus devant, qui sont plus en profil explosif, en profil de force. Tous les mecs de devant ont presque eu des blessures. Donc, au final, c'est la réflexion qu'on a à l'interne. Donc, comment mieux manager ces personnes-là, faire en sorte qu'on puisse réduire la possibilité de blessure, mais toujours en étant le plus performant possible. La fine line entre performance et réduction de blessure, elle est toujours, c'est un peu le Graal. Parce que si tu réussis à la trouver, tu es au mieux de ta performance, mais avec le moins possible de blessures. Tu vas un peu trop fort, peut-être que certains peuvent avoir des risques de blessures. Tu ne vas pas assez fort, les gars ne sont pas en forme. Donc, c'est vraiment, rajoute à ça la complexité des quarantaines, des arrêts, des reports, arrêts, reports, etc. C'était vraiment difficile à gérer. Espérons que cette année soit plus en continu, ce qui fait en sorte que on peut peut-être analyser les choses de façon plus facile. Là. Olivier Brett, à nouveau. Jules, que ce soit pour le travail que vous faites en ce moment ou ce que tu anticipes plus tard pendant la saison, ça change quoi concrètement dans ton travail d'être établi en Floride où il va probablement faire beaucoup plus chaud qu'il pouvait faire au New Jersey l'année passée? C'est des choses qu'on doit anticiper, mais encore une fois, dur à savoir comment ça va se dérouler. C'est sûr que, je vais donner l'exemple de MLS is back. On avait la tendance à s'entraîner à 10 h le matin. On arrive là-bas, 10 h, costaud. Donc, les entraînements, c'était soit 8 h, soit 10 h, soit, je pense que c'était 6 h 30 et 8 h le soir, un truc comme ça. Donc, avec le staff, on a décidé d'y aller très, très tôt, 8 h le matin. Pour certains, c'est pas le mieux. Pour d'autres, c'était correct. C'est là qu'il faisait un peu mieux au niveau de température, mais après, au niveau performance, c'était un peu problématique. J'ai eu une discussion avec Johan qui était à Cincinnati. Il s'entraînait à 10 h, mais ils ont eu 2 heat strokes durant le temps qu'il était au MLS is back. Donc, tout le monde choisit ses heures qui font en sorte que après, tu as tes problématiques qui viennent avec. Donc là, on va bouger en Floride, à savoir c'est quoi la meilleure heure d'entraînement. Ça, il faut qu'on réfléchisse. À savoir aussi comment, la sudation, toute personne est différente, comment ils réagissent à la chaleur. Donc, ça va être aussi un profilage qu'on doit commencer à faire par rapport à l'hydratation, qui doit boire plus, qui est correct. Mais ça, c'est des choses qu'on verra une fois qu'on sera là-bas. C'est sûr que ça rajoute, encore une fois, un peu de complications. Mais en même temps, c'est stimulant, c'est challengeant. Donc, à voir. François Dos Santos. Bonjour, merci Pat. Ma question est la suivante. Dans le passé, on a vu que l'effectif a eu de la misère avec la rotation d'effectifs. Il n'y avait pas beaucoup de changements. C'est-tu quelque chose que tu as eu la chance de discuter avec les entraîneurs ou c'était vraiment laissé à eux autres puis c'était eux qui avaient la décision finale puis on n'en parlait pas nécessairement? Merci. Il faut toujours savoir que moi, je suis une personne support pour le staff technique. Donc, après, idéalement, je développe
mes idées en lien avec le staff technique. Après, le choix des joueurs, c'est propre à eux. Donc, ils veulent que le gars il joue aux 3 jours. C'est à moi de dire est-ce qu'il est apte, est-ce que ça peut être un peu une possibilité que ce soit un risque de blessure plus élevé. Après, on discute, etc. Puis après, on est un staff et on y va ensemble. Donc, c'est sûr et certain, comme on disait, qu'on a eu une saison très complexe, surtout sur les joueurs de devant. Il y a plusieurs joueurs qui ont réussi à enchaîner la saison complète, mais les joueurs de devant ont eu de la misère à enchaîner. Mais quand tu es un mec, je donne un exemple, Rommel, explosif, qui accélère, qui doit répéter les efforts en puissance, si tu joues 3 jours à un moment donné, si tu n'as pas eu la base de jouer un match par semaine pendant 4 semaines, 5 semaines, où tu t'adaptes, comme je disais au début, le match en tant que tel, c'est une bébite in itself. Si tu t'es adapté à 4 matchs, mais un par semaine, ton corps s'adapte et après tu commences à enchaîner aux 3 jours, ben, ton corps va être capable de le faire. Mais nous, ça a été direct. Quarantaine, reviens, bang, enchaîne aux 3 jours. Donc, il n'y a jamais eu l'adaptation. Puis à chaque fois qu'on a eu une coupure, comme on disait au départ, il y a un retour à la base. Tu sais, en Europe, les gars, ils s'arrêtent 20 jours et refont une pré-saison. Ben, nous, les 20 jours, on en a eu 4 ou 5 fois dans l'année. Donc, si elle se dit qu'à chaque fois qu'on arrête 20 jours, il faut repartir parce qu'on se dit que les gars, ils repartent à la base, il faut remonter. Même si les gars, ils s'entraînent en Zoom ou en quarantaine, c'est pas la même chose. Donc, au final, c'est un effet un peu, c'était juste ready to go. Puis au final, il faut qu'on soit peut-être un peu mieux dans ce domaine-là. Mais encore une fois, moi, je suis juste un cas de support. Donc, j'aide le staff technique à au moins avoir une idée claire par rapport à ce qui se passe. Puis après, on prend les décisions ou le boss prend ses décisions. On va prendre 2-3 dernières questions. Adi, Raphaël? Merci encore, Pat. Jules, merci de prendre le temps de répondre à toutes ces questions. On a mentionné un peu plus tôt comme quoi il y a des joueurs qui vont aller en équipe nationale, que ce soit avec les U23, que ce soit avec l'équipe nationale A. Est-ce qu'il y a une certaine discussion entre toi, du point de vue de la préparation, et le staff technique là-bas pour savoir si jamais il y a des pépins ou si jamais, je sais pas, une discussion, une communication entre les deux, en fait? Oui, clairement, c'est une base aussi ou une importance d'avoir une communication avec des préparateurs physiques ou de savoir ce qu'ils font là-bas pour pouvoir un peu contrôler ce qui se passe. Donc, nous, quand on regarde l'analyse des charges, on a 2 trucs. La charge interne, qui est un peu les charges subjectives, donc ce qu'on appelle les RPE, les échelles de bord. L'intensité de séance était de 10, vraiment, vraiment dur. 5, c'est moyen, 1, c'est facile. Donc, ça, c'est la perception du joueur par rapport à l'intensité de pratique. Puis, on a d'autres paramètres, des questionnaires de bien-être, etc. Ça, c'est le subjectif. Puis, on a aussi tout ce qui est charge externe. Donc, ça, c'est les GPS, des données de course, des données d'entraînement, d'analyse d'entraînement. Est-ce qu'ils sont entraînés trop fort, pas assez fort, juste assez? Donc, avec la discussion qu'on peut avoir avec les préparateurs physiques des équipes nationales, c'est justement récolter un peu ces informations-là pour savoir comment que les joueurs se sentent. Et je te donne un peu un exemple. Tu sais, Balou a eu une blessure à l'adducteur l'année passée. Il a terminé, il a fait sa rehab au complet. Il est revenu, il a travaillé avec le staff médical ici, plus moi, pendant une couple de semaines avant qu'on reprenne. Il était très, très bien, mais on avait 1 ou 2 trucs qu'on aimerait qu'il fasse un peu plus. Donc, on est en discussion avec c'est Yannick Girard qui est là-bas avec les U23 pour faire en sorte que comment on peut adapter un peu son programme si jamais il s'avère qu'il joue beaucoup ou on joue un peu moins. Mais c'est clair que c'est important parce que nous, on continue à monter en puissance. Eux, ils ont des matchs qui vont arriver, ils vont enchaîner, mais ça fait partie aussi de leur pré-saison. Donc, la discussion, elle est importante avec eux pour que quand on récupère tout le monde, on sait que tout le monde est au même niveau et on n'est pas encore en décalé. Là. On va terminer avec Olivier Brett. Peut-être une dernière question sur Victor. Jules, ça a été particulier en début de saison l'année passée, mais pour lui, il est arrivé en cours de campagne, quand même assez tôt, mais en cours de saison quand même. Qu'est-ce que tu as découvert sur lui, sur sa préparation? Évidemment, il y a un historique de blessures. Après, c'est un gars qui joue énormément. Qu'est-ce que tu penses que vous devez faire ou que Victor doit faire dans sa préparation pour être certain qu'il ait la capacité à tenir 90 minutes match en match, si Will a besoin de lui à tous les matchs? Tu as 2 points par rapport à Victor, d'après moi. Tu as son volume, donc tout ce qui est capacité justement à couvrir du terrain à une plus faible intensité, mais tout ce qui est aussi, c'est un mec qui est puissant. Donc à la base, tout ce qui est puissant sur accélération courte, je ne dis pas d'aller à 35 km/h en profondeur comme Rommel ou Lassie, mais dans la puissance de ses premiers gestes, il doit, d'après moi, retrouver ça. Mais quand tu regardes son profil, tu l'as dit, il est arrivé un peu tard, mais il est arrivé, puis bang, tout de suite pandémie. Donc, il arrive et hop, coupure 74 jours. Donc, on parle de ces 74 jours-là comme il s'entraîne, mais ce n'est pas non plus optimal. On revient, part, revient, etc. Après, il est parti en équipe nationale. On a eu un peu des soucis avec lui un peu au niveau de la santé. Il a manqué 1 mois de plus. Donc, les gars, à la base, ils ont eu 3 mois
on va se dire mi-décembre jusqu'à début mars. C'est presque 3 mois, mais lui, tu y rajoutes 1 mois. Donc, sur les 4 derniers mois, il s'entraînait à peu près 5 fois. Après, il a fait son travail personnel, il est revenu, il est en bonne forme et tout, mais c'est juste pour te dire à quel point, pourquoi on n'a pas vu, d'après moi, le meilleur Victor au niveau de tout ce qui est puissance, etc., c'est que les conditions ont fait en sorte que le gars n'a pas pu s'entraîner comme il faut. Une fois qu'il va là, il est là, il est bien. Quand ça va progresser, ça va s'enchaîner. Le mec, d'après moi, c'est un monstre à l'entraînement. Tu vas le voir sur la puissance de 3-4 mètres quand il déplace quelqu'un. Ben, ça se sent encore, ça se sentait l'année passée. Est-ce qu'il peut être mieux? Je pense que oui, mais c'est pas contre Victor, c'est l'environnement a fait en sorte que Victor part au Kenya, reste pris là-bas 30 jours, revient, off-season de 3 mois. Ben, les joueurs, les gars en puissance, tu ne peux pas les récupérer au mieux. Puis, je crois que cette année, on a des gars qui sont revenus avec un professionnalisme beaucoup plus en marche. L'acier est un exemple de ça. Donc, ça inaugure bien, en tout cas, pour ce qui s'en vient. Bon, voilà, ça complète la conférence vidéo cet après-midi avec le préparateur physique Jules Guégan. Merci beaucoup, Jules, pour ton temps. Pas de problème. Merci à vous. Merci. Bonne continuation de camp d'entraînement. Puis, la prochaine conférence vidéo, ce sera mercredi après-midi. So then the upcoming video conference will take place this Wednesday afternoon. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye.